Vous êtes bien sûr à Ligre FM 93.1 et comme tous les samedis de 18h à 19h, c'est l'émission Lusitania. Aujourd'hui, à Lusitania, on a deux invités, donc Olivier Besson et Michel Riudel, oui. Je le prononce correctement, Riudel, oui. Qui vont nous parler de leur aventure avec un livre qui vient de paraître chez Chandaigne et qui s'appelle Les 7 des carreaux. Donc on va peut-être commencer par Olivier, puisque Olivier il est né en région parisienne. Vous avez suivi des cours de gravure à l'École nationale supérieure des beaux-arts et vous avez illustré ce beau livre, 7 des carreaux, de João Guimarães Rosa. Alors, João Guimarães Rosa, pour donner un petit aperçu de qui c'est un écrivain brésilien. Il a fait médecine, mais il écrivait aussi et il était diplomate. Il parlait plusieurs langues, il les lisait aussi et il a décrit beaucoup dans ses livres les sertons, puisque c'était son cadre de prédilection, cette région qui est un peu, comment la décrire, un peu aride, rude, où la vie est difficile. Et puis, dans son livre, dans cette serton, avec lesquels, dans ses livres, il jouait, c'était la nature, les couleurs, la superstition, les mystères, les langages, la métaphysique et les concrets aussi. Donc, dans cet langage, je vais m'étendre un tout petit peu plus là-dessus, puisque c'est un langage qui est très propre à lui, à João Guimarães Rosa. C'est un langage dans ses livres, et surtout dans celui de 7 des carreaux, c'est un langage qui est très original, un langage qui est très populaire, que je pourrais dire, je ne sais pas si c'est un du bon français, mais sertaneige, puisque c'est la langue, c'est les langages, c'est pas la langue, mais les langages de la région du serton. Et donc un langage qui est celui des gens un peu illettrés, avec beaucoup de régionalisme, avec beaucoup de mots qui sont difficiles à traduire. Alors, pourquoi je parle des traductions? Parce que on a avec nous Michel Riudel, que lui, il est titulaire de l'agrégation des lettres. Aujourd'hui, professeur du département d'études portugais et brésilien à l'université de Poitiers. Vous vous intéressez très particulièrement aux échanges culturels entre la France et le Brésil. Vous êtes traducteur, bien sûr, de João Guimarães Rosa, mais aussi de Milton Atum, Modesto Caron, Ana Cristina César, etc. Et donc, c'est dans ce cadre-là que vous êtes aujourd'hui avec nous pour nous parler de cette traduction et ce livre, 7 des carreaux. Je vais commencer avec une musique qui a quelque chose à voir quand même avec João Guimarães Rosa, puisque João Guimarães Rosa, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été diplomate. Et il y a quelques années, j'ai rencontré un diplomate musicien brésilien. Il s'appelle Antenor Bogea. Et il a édité un CD qui s'appelle Peregrino. Et on va écouter tout de suite les morceaux Samba in Paris. Donc, un diplomate, homme de lettres, musicien brésilien. Eu quis fazer samba em Paris, samba de amor, samba feliz. Champanhe, neve, chuva, acordeon, vinho, batom, Senhor Deon. Champs-Élysées, você vai ver Montmartre e Trocadero. Curta Paris, pegue o metrô. Sorrir, dançar, amar, sonhar, cantar uma canção que diz que cesse bom ir ao Lido.
Dirci, Chayo, que cena, o cena que banha esta cidade luz, linda demais, tudo seduz. Sorbonne de flores, pontes, Tour Eiffel. De bar em bar, Rue de Lombard. Sentar na praça e ler Libération. Ça c'est Paris, quelle émotion. São 1000 jardins, você verá Beaubourg, Châtelet, Opéra. Em Saint-Germain, que bom sonhar. Vivian Rose em samba canção. É como um hino em cada coração. Cantar feliz, samba em Paris. Paparaiara, paraiá. Paparaiara, paraiá. Donc on vient d'écouter Antonio Bugea, Samba in Paris. C'est une création de cet monsieur qui était diplomate ici et extrait de son album Peregrino. Donc on va continuer avec nos invités pour la parution chez Chandaigne de 7 de Carreau, livre de Jean Guimarães Rosa. Et on va commencer avec Olivier. Alors, Olivier Besson, comment êtes-vous arrivé à la gravure ? Eh bien, il y a bien longtemps, c'est-à-dire quand j'étais enfant déjà, j'étais absolument fasciné par les livres illustrés, tout simplement, enfin les classiques Herzl, avec des illustrations gravures sur bois de Jules Verne, etc. Gustave Doré aussi. Et j'aimais les livres. Et donc tout ça m'a amené à l'école des Beaux-Arts où j'ai commencé à faire de la peinture, mais en fait, pour des raisons, j'étais très jeune et j'ai pas été très bien reçu. Donc, première chose qui m'est arrivée, c'est m'asseoir sur une palette, ce qui a fait rire tout le monde. Donc, je me suis fâché et j'ai été chercher un autre atelier. Enfin, c'est pas la raison véritable pour laquelle j'ai choisi de faire la gravure. Enfin, c'est une anecdote. Et voilà. Donc, je me suis retrouvé dans un atelier de gravure aux Beaux-Arts. Et là, j'ai trouvé des gens bien plus proches de moi et sympathiques. Et j'ai commencé à faire toutes sortes de techniques. C'est très technique la gravure en plus, donc ça me plaisait bien tout ce côté blouse blanche et thermomètre derrière l'oreille. Très artisanal, évidemment artistique aussi, mais il y avait une grande partie de fabrication de l'image. Et j'étais absolument fasciné par la révélation de ce qu'était une estampe. C'est-à-dire on travaille sur un matériau, très longtemps souvent, et il arrive un moment où on pose une feuille sur une plaque ancrée. Et miracle, après avoir tourné la presse, on se retrouve avec l'image sur laquelle on a travaillé très longtemps. Et alors ça m'a vraiment énormément plu. Donc c'est un travail qui est étrange parce qu'en fait on travaille un petit peu, on travaille sur un matériau et on voit en fait le résultat à la fin, contrairement au dessin ou à la peinture, où on travaille devant, au fur et à mesure, on voit ce qu'on fait petit à petit. Et la gravure, il y a toujours un temps de décalage, quoi. Et vous travaillez sur du bois ? Je travaille sur du bois pour ce livre et pour mes autres livres, mais aussi des pointes sèches, ce qui est le cas de ce livre. C'est quoi une pointe sèche ? C'est l'inverse de la gravure sur bois. C'est en gros la gravure sur bois, c'est comme un caractère typographique. En fait, on creuse on creuse la matière et ce qui est, pour le dire rapidement et simplement, ce qui est imprimé, c'est les bosses. C'est la taille d'épargne en fait. Exactement comme un caractère typographique. C'est en relief, alors que la pointe sèche, l'eau forte et les autres techniques de taille douce,
On creuse le métal, par exemple, et on pose l'encre dans les creux. Et ce sont donc les creux qui sont imprimés. Donc l'un, c'est une bosse, l'autre, c'est un creux. Voilà. Et dans cette livre, vous avez utilisé les deux techniques. Oui, j'ai utilisé les deux techniques parce que je pensais que pour les grandes planches, c'était intéressant de montrer des images extrêmement colorées, parce que dans ce livre, il y a un foisonnement extraordinaire, et il y a une atmosphère colorée très, très, très importante et très belle à lire. Et pour tout ce qui était un petit peu accompagnement, ce qu'on appelle des culs de lampe ou des cabochons, etc., j'ai travaillé en pointe sèche, en noir et blanc, sauf 2 images qui sont en bichromie. Et voilà, donc c'est un mélange des deux pour pas rester uniquement dans la technique de la gravure sur bois. Alors, on peut vous voir aussi dans un film qui est sur Internet, qui dure 50 minutes. Il faut avertir nos auditeurs, mais qui est très intéressant. Des films plus longs que ça, quand même. Mais... Oui, enfin, c'est un copain graveur qui fait aussi des petits films, et en fait, il a eu l'idée de me filmer en train de fabriquer le bouquin, c'est-à-dire du départ, des premiers croquis. De vos hésitations oui, aussi. En fait, c'est le cheminement qu'on part parce que la gravure, bon, c'est une chose, mais il faut quand même dessiner avant, bien sûr. Donc ça part des premiers croquis, des premières idées, petit à petit la mise au propre, et petit à petit la transposition sur le bois, et puis ensuite la gravure, et ensuite l'impression. Et parce que tout ça est assez long quand même, et fonctionne par étapes successives. Et donc voilà, cet ami est arrivé dans l'atelier, et il a filmé plusieurs planches, il a fait un montage qui est sans doute encore peut-être un petit peu long, mais bon, c'est à retravailler. Pour le Festival de Cannes, on sera prêt. Pour les tapis rouges. Oui, s'il vous plaît. Ça serait très drôle. Alors, bon, on a avec nous aussi Michel Riedel, on va en parler un peu, mais est-ce que vous avez suivi un petit peu les travaux d'Olivier? En fait, je suis allé rendre visite à Olivier dans son atelier avec Anne Lima, l'éditrice de Chandelle, avant de m'engager vraiment dans la traduction. J'avais fait un premier essai comme ça sur quelques pages, mais j'ai pu voir comme ça le travail d'Olivier. Il se trouve que j'ai entre-temps, entre le démarrage du projet et sa conclusion, travaillé sur une BD, sur la traduction d'une BD qui était une adaptation de roman déjà brésilien. Et donc j'ai été ravi de poursuivre cette aventure en texte-image. Voilà, j'étais aussi très admiratif de son travail, et encore plus là, quand je vois le résultat de cette de Caro, c'est un livre vraiment magnifique. Voilà, je le dis sans pouvoir être suspect, je parle de l'objet, livre, des gravures. C'est un très beau livre, avec des couleurs très variées et magnifiques. Quoique c'est que... c'est mon impression, bien sûr personnelle. Mais dans les livres, les couleurs sont très automnales. Il y a beaucoup de couleurs... orangées, mais en fait, peu de vert, peu de couleurs... comment dire, pour être un peu mieux, voilà, parler pétard, voilà. Alors que le Brésil, c'est un pays tropical où les oiseaux, les plantes, tout est hyper coloré. À vrai dire, j'ai été dans le Sertan il y a bien longtemps, et j'avais gardé quand même ce sentiment. Bon, d'abord, il y a une chose dans ce livre, c'est qu'il faut... C'est une région qui est dans le nord. C'est une région plutôt aride, ça dépend des coins, mais en fait, en gros, bon, j'ai quand même, je pense, mis un peu de vert, mais peut-être pas suffisamment, mais surtout, la terre est rouge, et ça, j'ai fait très attention à ça, donc il y a effectivement beaucoup de tons orangés, et il y a une autre chose, c'est que c'est boueux. Il est énormément question de pluie, c'est pas du tout le Brésil de la côte, qu'on connaît un peu traditionnellement. C'est un Brésil qui est très rude,
Dès qu'il pleut, c'est un champ de boue, la terre devient rouille, et ce livre se passe en gros constamment sous la pluie, à tel point qu'il y a quand même finalement une inondation. Donc j'ai essayé de rendre cette touffeur. À un moment, Guimarães Rosa fait une très belle expression, il dit que les vêtements sont trempés à l'intérieur, tellement il pleut. Il fait chaud aussi. Tellement l'humidité est C'est une constante. humidité. Enfin, moi, c'est un truc que j'ai vécu là-bas, quoi. C'est-à-dire, c'est très, très, très particulier. Donc, c'est peut-être la raison. La automnale, ça m'embête un peu, parce qu'en effet, l'automne, c'est plutôt une saison européenne, mais il n'y en a pas vraiment, je pense, là-bas, puisque c'est plus ou moins l'équateur, donc il n'y a pas vraiment, mais bon. Il n'y a que 2 saisons. Enfin, il peut faire froid un peu, quand même, de temps en temps. Pluie ou soleil. Voilà. Et voilà. Enfin, en fait, j'ai beaucoup puisé dans un voyage que j'ai fait il y a fort longtemps. Et en fait, j'avais beaucoup dessiné. J'étais resté longtemps. J'avais fait une pérégrination de presque 1 an. Et je suis jamais retourné. Mais j'y m'étais resté vraiment cette image-là. Et c'est aussi la raison pour laquelle ce texte, quand je l'ai découvert, m'a absolument sidéré. C'est un texte tout à fait admirable pour plein de raisons. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est très vrai. C'est un mélange de réalisme, enfin de quelque chose de très matériel, et en même temps, ça touche au mythe. Et c'est très rare, quoi. C'est quelque chose qui, c'est une question d'un énorme troupeau, et il y a des descriptions de ce troupeau qui parfois font vraiment penser. Ces animaux sont des monstres quasiment. Enfin, il y a quelque chose de très antique presque dans cette. Presque les minotaures. Oui, c'est ça. Oui. Et puis il y a du danger. Il y a du danger. Il y a en plus, c'est compliqué un peu aussi. Enfin, c'est pas un texte si compliqué que ça, mais il y a des histoires dans des histoires, parce qu'en fait, c'est Gauchos d'abord mène ce troupeau, et en plus raconte des histoires qui leur est arrivées avant. Donc il y a des récits dans le récit. Voilà, il y a des allers-retours. Voilà. Et en fait, c'est un récit d'aventure aussi. En plus, c'est un récit qui est pas difficile, c'est un récit qui ressemble vraiment, si on le prend un peu au premier degré, un récit d'aventure, comme il y en a beaucoup, je sais pas, Jack London, enfin, ça n'a rien à voir, c'est l'Alaska, mais enfin, en tout cas, il y a quelque chose d'épique, quoi, d'aventureux. Et voilà, et donc moi j'avais lu Diadorim, déjà il y a pas mal de temps, qui est son seul roman, qui est un livre absolument magnifique aussi. Je suis tombé sur donc le titre, le petit Anne Jaspé, qui est maintenant 7 de carreau, et voilà, donc je voulais absolument illustrer ce livre, et je l'ai proposé à Anne Lima, qui l'a gentiment accepté que je le fasse, et puis j'ai rencontré Michel. Voilà. Alors, je vais clarifier un peu les choses. Quand je parle des couleurs automnales, c'est pas du tout dans le mauvais sens. J'adore l'automne. Non, mais c'est le côté rouille. C'est magnifique, c'est ce côté rouille, parce que c'est vrai que la terre du serton, elle est, comme vous dites, rouge. Quand il fait chaud, il y a une poussière partout. Aussi, oui. C'est comme des nuages de rougeur que les gens ils sont imprégnés les vêtements avec. Et quand il pleut, c'est la boue, comme vous dites, couleur rouille. Tout est encore couleur rouille. Donc voilà, c'était dans ce sens-là. Oui, non, mais il n'y a pas d'offense. Alors, je voulais vous demander aussi, c'est un travail qui, la gravure, que je trouve que c'est ardu, c'est parfois aléatoire. Parce que je vous vois dans les films enlever des micro-particules de bois, il faut avoir une patience gigantesque, un peu comme le petit âne, qui est très patient, dans un set de carreaux, et qui suit toujours son chemin. Vous suivez toujours votre chemin avec les travail du bois, et même quand un carreau ne vous plaît pas, ou on ne donne pas les tons, la peinture, ou se déplace un petit peu dans la feuille, dans les décalages, vous râlez, mais vous continuez toujours. Ben je suis, je suis quand même comme le petit âne, c'est peut-être l'influence du sujet. Non, mais c'est un travail de maniaque, la gravure, c'est vrai. Faut faire énormément de tirages pour avoir un tirage satisfaisant, enfin un bon à tirer. Parfois, je regarde mes tirages que j'ai rejetés, et je me demande parfois pourquoi je les ai rejetés, parce qu'en fait, ils sont pas si mal, mais sur le moment, Vous frisez la perfection, vous cherchez la perfection. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que, je peux pas rester sur un échec, ça me perturbe, quoi, enfin, ou un sentiment d'échec, donc je recommence jusqu'à ce que je sois satisfait.
ça peut prendre beaucoup de temps. En plus de ça, ce qui était difficile, c'est que, comme je le disais, c'est très foisonnant. Le texte est foisonnant. Ces animaux sont foisonnants. Ils sont en troupeau, en masse, en paquets. Et déjà, pour composer ces planches, c'est très difficile. Il y a beaucoup de dessins, en fait, de mise en place. Et une fois que j'étais arrivé au dessin, ensuite, en effet, si j'ai raté les tirages, je suis vraiment pas content, parce que j'ai quand même déjà passé pas mal de temps à dessiner et à reprendre la composition. Et oui, c'est pas facile. Bon, alors là, heureusement. Combien de temps ça vous a pris cette œuvre? Ce livre, un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Ouais, en gros, oui. Alors, je vous ai donné à tous les deux, donc à Michel et à Olivier, la possibilité d'une carte blanche musicale. Donc, je vais commencer avec celle d'Olivier Besson. Il a choisi une musique, je pense que c'est sur celle-là, et bien d'autres, que vous travaillez un peu, qui vous apaisent ou qui vous motivent pendant votre travail. C'est Karen Dalton. Et alors, mon anglais, ça va être super. In the Evening. In the Evening. Voilà. Donc, une composition de Leroy Carré. Leroy Carr. Voilà. Enfin, c'est pas beaucoup mieux, mais bon, c'est voilà, Leroy. en anglais. Donc, on va écouter ce morceau de Karen Dalton, In the Evening. Laying somewhere else.
you the best. Goodbye, all my old sweethearts and pals. I'm gone away. I may come back to see you, darling, some old rainy, rainy day. Or in the evening, darling, maybe when the sun goes down. When the sun goes down. On vient donc d'écouter Karen Dalton, In the Evening, donc une musique choisie par Olivier Besson, sur laquelle peut-être vous travaillez. Oui, j'adore cette musicienne. Ça n'a pas grand-chose avec le. C'est même parfois assez lugubre. Moi, je suis un peu sensible à ça. Et c'est une musicienne qui est morte il y a bien longtemps, admirée par Dylan, entre autres, que j'ai découvert assez tardivement, et je suis tombé raide amoureux de cette voix et de cette musique, qui en plus un peu un rapport avec ce bouquin, parce que bon, c'est de la country, donc ou du blues, donc il y a un côté comme ça, le sertan est partout, comme dit Guimarães Rosa, il me semble, c'est ça, non? Ouais. Donc voilà, c'est une musique que j'écoute en travaillant, entre autres choses. Ouais. Donc on va parler aussi un petit peu avec Michel Riedel, qui est le traducteur de ce beau livre de Sete Carreaux de João Guimarães Rosa. Alors, pour Olivier Besson, ça lui a pris à peu près un an pour faire les planches. Et pour vous, pour la traduction, Michel? Il y a eu ça a été un peu par intermittence, par période, disons, concentrée, interrompue par le travail, par d'autres choses, etc. Donc ça s'est étalé sur 2-3 ans, cette affaire. Je sais pas, quand on s'est vu la première fois, Olivier... c'était pas il y a 3 ans, non, c'était c'était il y a... non, vous avez une notion du temps. C'était une notion du temps... Non, c'était il y a, je pense, 1 an et demi, un truc comme ça. Ouais. Mais comme j'avais commencé avant, je pense que c'est ça. Ça fait 2 ans. De toute façon, ça c'est un projet qui était dans les tiroirs depuis longtemps avec Anne, parce que moi, excuse-moi, je t'interromps, je le dis vite, que je l'avais proposé à plusieurs éditeurs jeunesse. Alors évidemment, ils m'ont dit ça va pas du tout, c'est pas pour la jeunesse. Moi, je pense que c'est un conte qui peut tout à fait être lu par les jeunes gens, peut-être pas les petits-enfants, mais en tout cas, pas à partir de 13 ans, 12, 13 ans, c'est toujours un problème, ces histoires d'âge. Bref, le résultat, c'est qu'on m'a dit non. Et finalement, je l'ai proposé. J'ai rencontré Anne au salon de Montreuil, salon de jeunesse, et puis on discutait. Et puis, je lui ai parlé de ce texte, et elle l'a lu. Et elle a dit OK. Après, il a fallu attendre 2 ans pour que les ayants droit de Guimarães Rosa se mettent d'accord. Et après, c'est passé, si j'ai bien compris, par un agent en Allemagne, etc. Donc ça a pris du temps pour que les choses puissent commencer. Donc en effet, ça a duré hors travail. C'est un projet qui existe depuis longtemps, oui. Je suppose que ça a pris si longtemps à dégager ces droits d'auteur, parce que ce livre a été déjà traduit et édité dans d'autres éditeurs. Alors il y a déjà une traduction, en fait. Voilà, Alban Michel, 10-18, Sey, Métayer. Non, ce texte, en fait, est le premier recueil, le premier texte du premier recueil de Guimarães Rosa, qui est publié en 46, et qui s'appelle Sagarana, et qui est un mot créé par
Guimarães Rosa et que Jacques Thériault avait traduit dans les années 90 quand Albin Michel a relancé un peu son intérêt pour Guimarães Rosa. Et donc voilà, il y a une traduction, ce travail est une retraduction. Oui, parce que c'est très difficile de traduire João Guimarães Rosa. Et puis je crois qu'on n'épuise pas dans une traduction les textes de Guimarães Rosa. Donc bon, comme pour finir sur cette question du temps, en fait, bon, j'ai eu l'occasion de traduire d'autres textes de poésie ou de prose, mais Guimarães Rosa, ça exige une concentration. C'est pas quelque chose qu'on peut prendre 1 heure ou 2 et laisser tomber, puis reprendre le lendemain. Il faut vraiment se plonger. Donc ça obligeait à avoir des périodes dégagées d'autres engagements pour s'y mettre. Oui. Faut pas oublier que vous êtes aussi professeur à la fac. Voilà. Et que donc, comme tel, vous devez aussi vous occuper de vos élèves. Aussi, peut-être. Voilà, et bien d'autres choses. Oui. Non, je ne chômais pas pendant les périodes où je n'étais pas, mais j'avais toujours en tête le petit âne, évidemment. En plus, Guimarães Rosa, comme je disais tout à l'heure, il a un langage qui lui est propre, presque. Un langage un peu populaire, un peu voilà, régional. En fait, Guimarães Rosa, c'est le point de rencontre et d'équilibre improbable entre plein de choses que vous disiez, le régional, mais aussi les termes techniques, de ces bouviers, des plantes, des végétaux, des animaux, des races de bovins, des types de chevaux. Enfin, vraiment, c'est très 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 précis et travaillé, mais pas dans un souci uniquement technique, dans un souci poétique et avec, disons, une écriture à tiroir où on a un sens, 2 sens, puis un 3e, un 4e caché souterrain, comme par exemple Olivier citait le titre donc que Jacques Thériault avait donné à la nouvelle, le petit âne jaspé, parce que le titre c'est O Burrinho Pedrez. Donc le petit âne au bourrigne et Pedrez qui est une couleur indéfinie. Oui, un peu gris en fait. Et il y a des comptines au Brésil, un galinha Pedrez, un peu comme on a la petite poule grise en tacheté, c'est un peu voilà, comme tacheté. Ouais. C'est un gris tacheté, un peu indéfini. Et Jacques Thériault avait insisté, en fait, avait tenu à conserver l'idée de pierre qu'il y a dans Pedrez, parce que ça renvoie évidemment à la pierre, d'où le jaspé. Bon, on a fait d'autres choix, et c'est finalement le nom de ce petit âne. Il en a eu plusieurs dans sa vie, mais c'est le dernier qui lui reste, 7 de carreau. Mais 7 de carreau, en portugais, c'est 7 de ouro. Et 7 de ouro, bien sûr, dans l'explication de ce nom qu'on lui donne là, c'est évidemment ouro, la couleur d'un jeu de cartes, donc le carreau sans hésitation. Mais ouro, c'est l'or aussi, et là on peut tout à fait voir affleurer le texte d'Apulée, l'âne d'or, et ce récit initiatique qui est un autre récit initiatique avec un âne comme personnage central. Chez Apulée, c'est l'initiation au secret pythagoricien, et chez Guimarães Rosa, il y a quelque chose de ça. Il y a
probablement des références bouddhiques assez transparentes dès qu'on les repère un peu, et donc dans les deux cas, l'idée d'une métempsychose, d'une renaissance de personnalités qui revivent dans des corps différents, ce qui fait que c'est à la fois, c'est très juste ce que disait Olivier, un texte où il y a plein de dangers, où il y a la mort qui guette et qui parfois frappe, mais en même temps il n'y a rien de vraiment tragique, c'est-à-dire que les personnages meurent, mais Guimarães Rosa n'insiste pas sur, à certains moments bien sûr, les personnages sont tristes, touchés, il y a des moments très très poignants, mais il y a toujours l'idée qu'on renaît finalement. Que la vie continue. Ouais. Et que ça fait partie de la vie, la mort. D'une certaine façon, voilà. Oui, voilà. Parce que, à un moment donné, en début du livre, il y a une discussion entre les patrons et un de ces bouviers où il parle d'une vache qui avait tué son copain peu de temps avant. Ouais. Et puis, il a dit, c'est tombé sur lui, c'est pas tombé sur moi. Donc, c'est aussi des animaux, c'est des animaux très dangereux. Quoi. Hein. C'est quand même ça, il met toujours... Oui. Il met vraiment, il y a une menace. Et il y a même, je sais pas si vous parlez de la même histoire que ce que je voulais dire, mais il y a quand même un moment, une histoire tout à fait tragique, ce qui fait partie des histoires dans les histoires que se racontent les bouviers quand ils sont à cheval pendant cette course, cette traversée. C'est le fils d'un latifondière qui a un taureau, et je pense que c'est un taureau ou un buffle. Kalundu. Avec lequel il a une relation extrêmement tendre et amicale, etc. Et Vlatipa, que tout d'un coup, ce taureau le balance, et il y a quand même une description, il perd ses viscères, il y a une description, tout d'un coup, ça devient très peu de temps, mais il y a une espèce de bouffée de cruauté dans cette toute petite partie de ce très long récit qui remet les choses en place un peu. Oui, ça surgit ça surgit. Et puis après il y en a une autre histoire comme ça, qui est moins cruelle, avec un enfant à la fin qui lui pleure la perte d'une vache. Il est beaucoup question de bovins et de vaches dans ce livre. Et bien sûr, voilà, donc c'est effectivement c'est émaillé, ce conte est émaillé d'autres tout petits contes. Oui, c'est des histoires dans l'histoire. Ouais. Donc c'est tout imbriqué un peu et on les découvre à fur et à mesure. Et ce qui donne le côté passionnant de ce texte d'ailleurs. Alors dans la traduction de Guimarães Rosa, je me tourne encore vers Michel Riedel, c'est aussi, comment expliquer, la langue, mais aussi les tempos de cette langue, la musique. Ouais. De cette langue qui est un jeu et que pour traduire ne doit pas être facile. Bon, en tout cas, c'est vrai que Guimarães Rosa insiste beaucoup là-dessus. On a la chance d'avoir une correspondance avec sa traductrice états-unienne de Sagaran et un long échange avec elle sur cette nouvelle, ce conte. Et à plusieurs reprises, il insiste beaucoup dans la traduction, dans les conseils qu'il lui donne, sur le rythme. Il dit que quelquefois il est plus important de restituer le rythme, les sonorités. Par exemple, quand le bétail se met en mouvement, et la description est très précise, et là encore très qu'on peut lire à plein de niveaux, puisque c'est le mouvement, c'est l'assemblage. Ils ne font, en fait, ce bétail n'existe vraiment, ne fonctionne vraiment que quand il ne fait plus qu'un seul corps, et avec plein de pattes et plein de cornes. Et en même temps, ces animaux doivent s'assembler deux par deux. C'est un élément récurrent. Et dans un paragraphe, par exemple, où qui ne
qui n'est qu'une énumération de formes de cornes, de couleurs de robes, de bovins, de pâtes, etc. Guimarães Rosa dit attention, là en fait les mots vont 2 par 2. Et ils vont 2 par 2 à la fois dans les sonorités, mais aussi toujours dans cette idée d'appariement qui est sous-jacente au récit. Alors, dans cette musicalité, dans cette poésie, dans cet assemblage de mots qui Guimarães Rosa a fait, il y a aussi des moments, des mots qui sont étonnants et déconcertants. Parce je dirais qu'il invente un peu. Ou est-ce que c'est vraiment des mots qu'utilisent les gens du sertão? Alors, Guimarães Rosa, à la fois par intérêt personnel et quand il était médecin, beaucoup sillonné, parcouru la région. Oui, il a été même à un moment donné, il habitait pendant 1 an dans cette région en tant que médecin. Oui, et puis il est originaire de. Alors, ce qu'on appelle le sertão chez Guimarães Rosa, c'est pas le même sertão que par exemple celui de Cleves da Cunha. Enfin, c'est moins un sertão géographique, climatique, qu'un espace un peu sauvage, hors de la ville, rural, et évidemment aussi avec des niveaux d'acception, disons, métaphysique. C'est le lieu où on se perd et où on se trouve, hein, le sertão. Et pour Guimarães Rosa. Mais de fait, il a au cours de ces périples-là, abondamment recueilli des expressions, des termes. Donc il y a des termes parfois d'usage très local. Donc les dictionnaires sont pas toujours très fiables parce que voilà ma question. Voilà. Alors bon, on a plusieurs outils, il y a évidemment les dictionnaires, il y a cette correspondance très importante, il y a des travaux sur le vocabulaire, sur le lexique de Guimarães Rosa, et bon, en travaillant un peu avec tout ça, on se fait une idée, parfois on devine, et je peux dire que, en fait, Anne Lima me pressait beaucoup pour rendre le texte. J'étais assez en retard, faut dire, et j'ai laissé pour le dernier moment, disons, l'exploitation de la correspondance. Et en fait, en retravaillant le texte à partir de la correspondance, j'ai été amené à corriger beaucoup de choses. Donc ça montre bien que Guimarães Rosa a son vocabulaire à lui, parfois des néologismes, mais pas tant que ça. Et en tout cas, une langue qui rappelle beaucoup les parlures du sertão, mais qui doit être pour Guimarães Rosa poétique, rythmé, musical. Et il faut, juste pour mettre un petit peu Guimarães Rosa dans ce contexte, c'est un érudit, Guimarães Rosa. Il parle plusieurs langues. Il est latiniste, helléniste, donc il connaît l'histoire de l'Antiquité, les contes, les légendes, voilà, dieux et déesses. Et donc, je crois que dans celui-là, comme dans ses autres livres, il y met un peu à la va-bien, quoi, comme il veut, un peu, il mélange. Tout à fait, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais un point d'équilibre et de rencontre tout à fait exceptionnel. Hein. On a ce volet rural, quelqu'un qui a bourlingué d'une certaine façon, un peu, bon après dans sa phase diplomate peut-être moins, mais et en même temps quelqu'un d'extrêmement érudit. Alors vous citiez les langues, mais les cultures, les mythes, etc.
C'est quelqu'un qui, par exemple, Kalundu, ça renvoie à des légendes populaires du Brésil, mais évidemment, c'est ce que disait Olivier, il y a une dimension un peu antique de ce personnage mystique. En tout cas, c'est tout ce écrivain régionaliste, quoi. Ça va totalement au-delà de son sertan. C'est un sertan qui, en effet, qui est à une sorte de territoire qu'il réinvente complètement. Enfin, c'est pas du tout. Je sais pas. C'est pas Frédéric Mistral. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas quelqu'un qui enfin, je n'ai rien contre cet auteur, prix Nobel en plus, mais comment dire, il y a quelque chose qui va au-delà effectivement de la région. D'ailleurs, il cite pas, il n'y a pas de lieu dit véritablement. Alors, il cite pas dans ce texte en tout cas. En fait, si, c'est-à-dire que voilà, ça c'est aussi une chose intéressante, c'est-à-dire que les noms, les toponymes du texte sont des noms la plupart du temps qui existent, des villages, etc., qui des existent. Des hameaux, des lieux dits. Mais qu'il choisit pour ce qu'ils peuvent évoquer. Et pas parce que c'est l'endroit exact. Voilà, absolument pas. Et donc quand, par exemple, bon, ça c'était un choix que j'avais fait au départ de plutôt traduire ces noms-là quand ils signifiaient quelque chose, et j'ai été conforté par ce qu'il conseille à sa traductrice. Il préfère des mots qui ne renverront pas à des lieux géographiques précis, mais qui soient évocateurs. Et même pour les personnages, j'ai été là, je l'ai découvert dans la correspondance, mais il y a un personnage qui s'appelle Bing et qui en fait renvoie à une partie d'un briquet très rustique. Alors j'ai sondé comme ça quelques amis paysans qui connaissaient très bien Bing, mais bon, pour quelqu'un de la ville, ça n'évoque rien. Alors on va continuer en musique. Et c'est donc cette fois-ci les choix de Michel Riodel. On va l'écouter. Radio Allegra, 93.1 FM. On vient d'écouter à Manicien, nous sortons des Coco du Riach. Riachon. Ça a été le choix de Michel Riodel. Et pourquoi cette musique ?
Alors pour plusieurs raisons, je cherchais une musique qui soit un peu en rapport avec le texte. Donc on a le certain à la fois dans l'univers, et puis c'est une musique typiquement sertaneja avec un instrument typiquement sertaneja, la viole caipira, c'est-à-dire une petite guitare de 10 cordes avec des systèmes d'accords très sophistiqués, et un jeu sur en fait seulement une partie des cordes. Enfin, quelquefois on utilise éventuellement 4 cordes comme bourdon. Et là c'est un morceau en plus d'un musicien qui joue du raberco, c'est-à-dire du rebec, et un violon un peu rustique, et de la viole, et qui s'appelle Riachão, donc Zacoco do Riachão, et le Riachão occupe une place importante dans l'histoire. Parce que Riachão, ça veut dire la grande rivière. Non, c'est le petit grand ruisseau. Oui, en fait. voilà, petit grand ruisseau. Oui, le Riachão. Oui, c'est vrai. Donc, et on parle d'un petit grand ruisseau qui est devenu grand avec la pluie. Dans le livre, c'est des carreaux à un moment donné. C'est qui amène à une catastrophe. C'est le Mississippi. Voilà. Mais en fait, c'est marrant, il y a des moments, ça me faisait penser un peu à Faulkner, ce texte, il y a, dans Les Palmiers sauvages, il y a 2 textes. Il y en a un qui s'appelle Le Vieux Père, donc c'est le Mississippi qui est en crue, c'est un bagnard qui sauve, etc. Enfin bon, peu importe, mais il y a la même atmosphère comme ça d'eau qui monte inexorablement. Et en ça, Faulkner, il y a aussi autre chose, c'est qu'il a aussi écrit sur une région bien particulière, façon comté, je vais pas citer son nom, c'est très difficile à prononcer. Il en a fait pareil, une espèce de région comme ça, qui n'est plus vraiment qui est géographiquement précise, mais en même temps qui la réinvente complètement, quoi. Donc un peu comme João Guimarães, qui invente un peu son sertão. Oui, moi j'ai pensé souvent, ouais. Parce que c'est vrai que dans son sertão, comme on disait tout à l'heure, il y a des mots et des comment dire, les plantes, l'attirail de ces chevaliers qui est très précis. Oui, c'est des chevaliers, c'est bien le terme. Mais non, c'est vrai, qui je pense doit être très difficile à traduire parce que c'est des termes très régionaux. C'est des termes qui n'existent peut-être pas dans le reste du pays. Alors j'ai la chance d'avoir une fille qui fait du cheval et qui m'a beaucoup conseillé sur les termes, les tapis de sel et tout ça. Oui, parce que c'est drôle, en lisant les livres, on parle des tapis de sel, tout ça. Et c'est vrai souvent que dans ces pays-là, les étriers et le reste, les sels et tout ça, sont pas comme ce qu'on connaît ici en Europe. Voilà, et même régionalement, on a des types de sel qui varient, et ça, on l'a dans le texte. Mais au-delà de ça, en fait, c'est un vrai bonheur, ce texte. On est porté. C'est pas un précis d'équitation, ça c'est sûr. Pardon ? C'est pas un précis d'équitation. Voilà, c'est ni le guide vert. Non, c'est un texte formidable, très. Et c'est un bonheur d'intelligence, de sagesse, et puis on est pris par l'histoire. Il y a un suspense carrément. Il y a un suspense. Il y a 2 frères, demi-frères qui... De la méchanceté aussi. Des rivalités amoureuses. Un qui a piqué la Milo. C'est très important cette histoire d'ailleurs. Voilà, bien sûr. Il y a une vengeance, il y a une tentative de vengeance. En fait, c'est un texte qui est assez court, il se passe un nombre de choses, mais incroyables. Et c'est vraiment du grand art pour ça, parce que on peut c'est une grande nouvelle, on peut dire, quoi. Et dans ce peu d'espace du texte, il arrive vraiment à introduire énormément de choses, vraiment énormément de choses. Alors pour l'illustrateur, c'est vraiment difficile. Oui, et pour les couleurs, faut faire des choix. Oui. Et puis je voulais parler aussi de cette file conducteur qui est ce petit âne, qui est un peu bâtard, qui est un peu mollasse, un peu
vieillot aussi, il s'en fout un peu, ce qu'il veut c'est qu'on le laisse tranquille, mais quand même, c'est lui qui mène la danse, au fond. Et c'est lui qui réussit à amener les choses de l'avant. Oui. Oui, Ouais. en fait, il n'aurait pas dû être là. Il aurait Mais pas non. dû être là. Non, il se fait est rattrapé piéger. au dernier Il se fait moment parce qu'il piéger, manque un ouais. cheval. Et puis il y a même des choses, il y a de l'humour, il y a des choses qui sont très drôles. Ouais. Par exemple, il y a l'assistant du colonel, Francolin. Francolin, Qui est quand même l'assistant, qui est celui qui Qui est le deuxième, oui, le qui est même- contremaître, les trois bras. c'est le chef quand même, Voilà. enfin, c'est le sous-chef, quoi, le contremaître tout simplement. Et il doit monter Sur cette cette petite âne. âne. Ce qui est une Et ça humiliation. l'humilie. Enfin, il est Total et absolu. Il est furieux, il est absolument, mais c'est pas sa place, quoi. Et ça, c'est très drôle aussi. Ouais. Donc il y a tout cet aspect, il y a même cet aspect un peu social, quoi. En fait, il y a enfin, bon, ça va pas exagérer, mais en tout cas, c'est dit. Enfin, Voilà, puis c'est un homme d'ordre, alors que Ah oui. le major, il est entre le rire et l'autorité. ouais. Alors, le Lusitania, c'est presque fini. Donc, l'heure comme quoi, ça passe très vite. Ouais. Alors, recommandons donc ce livre de João Guimarães Rosa, 7 de carreaux, et qui a comme petit sous-titre L'âne du serpent, gravure donc de Olivier Besson, la traduction de Michel Rudel. Merci à tous les deux d'avoir été aujourd'hui avec nous. Moi, je vais faire très rapidement 2 annonces. Donc, la chanteuse Missia, qui sera le 28 octobre à 20h à La Cigale, pour un nouveau CD Para Amalia. On a encore une autre chanteuse, celle de jazz, Maria Mendes, qui sera pour la première fois ici en France, en concert au Sunside samedi 29 octobre à 19h. Et puis, Théophile Chantre, ce grand musicien, compositeur, écrivain du Cap-Vert, qui sera à la péniche Anaco le 28 octobre à 21h avec le groupe Lisbonne Café, donc Lisbonne Café et Théophile Chantre le 28 octobre à 21h. Donc notre émission touche à sa fin, c'est presque fini. Un grand merci à vous deux. Merci. Pour avoir été ici avec moi. Samedi prochain, ça sera Mathilde qui sera ici au micro. Je remercie Adrien de Francesco à la technique. Et on va partir avec un morceau qui s'appelle Tava Tomboa, extrait du groupe Coco Raízes do Arco Verde. Et le CD s'appelle Raízes do Arco Verde et donc le morceau A Vida Tava Tomboa. On va l'écouter et avec celui-là qu'on va partir et on vous dit au revoir à samedi prochain 18h 19h sur Alegre FM pour un nouveau Lusitania. Au revoir à tous. Tava no crado de Crato para Monteiro, de Monteiro para o crado, do Crato para Juazeiro. Depois do Crato eu voltei para Monteiro, de Monteiro para o Crato, do Crato para Juazeiro. A vida tava tão boa, pra quem mandou me chamar? Quando minha mãe morreu, eu só pensava em chorar. A vida tava tão boa, pra quem mandou me chamar? Tava no crado de Crato para Monteiro, de Monteiro para o Crato, do Crato para Juazeiro. Depois do Crato eu voltei para Monteiro, de Monteiro para o Crato, do Crato para Juazeiro. A vida tava tão boa, pra quem mandou me chamar? Parti para o Juazeiro pensando em trabalhar. A vida tava tão boa, pra quem mandou me chamar? Fiquei com a minha tia na roça, eu fui plantar. A vida tava tão boa, pra quem mandou me chamar? Tava no crado de Crato para Monteiro, de Monteiro para o Crato, do Crato para Juazeiro. Depois do Crato eu voltei para Monteiro, de Monteiro para o Crato, do Crato para Juazeiro. A vida tava tão boa, pra quem mandou me chamar? Esse coco é todo meu, você pode acreditar. A vida tava tão boa, pra quem mandou me chamar? Canto coco e canto roda para a moçada brincar. A vida tava tão boa, pra quem mandou me chamar? Tava no crado de Crato para Monteiro, de Monteiro para o Crato, do Crato para Juazeiro. Depois do Crato eu voltei para Monteiro, de Monteiro para o Crato, do Crato para Juazeiro.